Il y a une règle que nous, les astronautes, devons respecter. Nous ne parlons pas de la première station spatiale internationale. Les gens oublient que l'une des premières qualités que la NASA recherche lors de la sélection est la capacité à obéir aux ordres. Vous feriez mieux de ne pas savoir ce qui arrive aux astronautes qui ne le font pas. Mais pour notre bien, à tous, nous devons dire la vérité. Le public doit savoir ce qu'ils font réellement ici. Cela aurait dû être le plus beau moment de ma vie, un moment auquel je me préparais depuis mon enfance. Et maintenant, alors que j'écris ces lignes, c'est le dernier souvenir que je choisis de garder en mémoire. Je m'en souviens encore très clairement. La vue depuis la navette, alors que nous approchions de la Station spatiale internationale 2. Ce fut le deuxième plus grand spectacle de ma vie, juste après ma toute première vue de la Terre depuis l'orbite. Depuis mon enfance, je voulais devenir astronaute. J'ai grandi dans le comté de Columbia. Mon père travaillait dans le bureau d'un sénateur en tant que secrétaire adjoint. Ma mère travaillait dans une organisation à but non lucratif qui apportait son aide dans le cadre de missions humanitaires. Mon père adorait les musées, les centres scientifiques et tout ce qui s'y rapportait. On a commencé à m'emmener dans des musées d'aviation et d'astronautique bien avant l'âge recommandé. Mon père disait toujours que je lirais ma vie à l'aéronautique, à en juger par la façon dont mes yeux de 3 ans s'illuminaient à la vue des expositions. Depuis lors, mes 2 parents ont soutenu mon amour pour les vols dans l'espace. À l'âge de 18 ans, je me suis engagé dans l'armée de l'air. J'ai obtenu une licence de mécanicien, j'ai étudié l'aéronautique et je suis devenu ingénieur. À 24 ans, je me préparais déjà à travailler chez Boeing ou Airbus dès la fin de mes études. Mais j'ai alors reçu une lettre qui a tout changé. Elle venait de la NASA. Ils voulaient que je vienne travailler sur la toute nouvelle station spatiale internationale. J'en suis resté bouche bée. J'ai relu cette lettre 1 million de fois, essayant de croire ce que je voyais. C'était un rêve devenu réalité. Je les ai immédiatement appelés et leur ai dit que ce serait un honneur pour moi. J'ai passé l'année suivante à me préparer pour le vol spatial. Je pensais que le camp d'entraînement était la chose la plus difficile que j'avais jamais eu à faire. C'était certainement bien pire que d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à l'entraînement nécessaire pour aller dans l'espace. Il y avait des simulations en apesanteur, des entraînements au pilotage de la navette et un programme d'exercice physique très strict. Et je n'étais pas seul. La NASA avait 60 candidats en lice pour 40 places. Mais on m'a dit que si je réussissais tous les tests, l'une de ces places serait pour moi. Le directeur du programme était lui-même un ancien pilote et tenait absolument à envoyer la bonne personne dans l'espace. Je n'étais pas aveugle au népotisme évident au travail, mais je ne pouvais pas nier que j'étais quand même ravi. 14 mois, 2 semaines et 6 jours plus tard, j'étais attaché dans la navette avec les 8 premiers astronautes qui devaient se rendre à la station. Le déroulement de la séquence de prélancement était comme une seconde nature lorsque nous avons quitté l'atmosphère terrestre pour nous diriger vers les étoiles. J'avais l'impression d'avoir fait cela toute ma vie. Et lorsque j'ai vu pour la première fois ma nouvelle maison pour les 2 années à venir, j'ai compris que j'étais là où je devais être. La ISS-2 est plus grande que la première. Elle peut accueillir 4 fois plus de membres d'équipage et héberger 40 employés permanents. À ce moment-là, elle fonctionnait déjà depuis environ 5 ans. Sa construction avait commencé bien avant la catastrophe fatale qui avait frappé la première station spatiale. On pouvait encore voir la première ISS dériver sur une orbite opposée à celle de la nouvelle station. Comparée à la ISS-2, elle ressemblait à un remorqueur à côté d'un paquebot transatlantique. L'équipage de la deuxième station, d'après ce que j'ai entendu, la démontait pour en récupérer les pièces. Mais il faisait donc très attention à ce qu'il prenait et à la profondeur à laquelle
Il pénétrait à l'intérieur. Personne ne savait exactement pourquoi. Les détails de l'opération de sauvetage étaient un secret bien gardé, connu uniquement du chef de la station, le capitaine Shaw. La seule chose que la plupart des gens savaient, c'est que quelque chose s'était passé sur la première ISS, entraînant la mort de 9 membres d'équipage. C'était une catastrophe que les hauts responsables ne voulaient really pas voir se reproduire, d'autant plus que le nombre de victimes sur la nouvelle station pouvait être beaucoup plus élevé. Lorsque nous nous sommes arrimés, je ne pouvais m'empêcher de regarder passer cette triste vieille relique. Je me demandais si quelqu'un regarderait un jour la station dans laquelle j'entrais et ne verrait qu'un tas de métal brisé. Le capitaine Shaw nous a accueillis dans le hangar lorsque nous avons débarqué. C'était un homme d'âge moyen. Ses cheveux gris et clairsemés étaient découpés en une coupe haute soignée. Il nous examina d'un œil critique, debout entre 2 officiers en uniforme de sécurité. Il semblait approuver ce qu'il voyait. Dans l'ensemble, il ressemblait à la centaine d'autres supérieurs que j'avais vus au cours de ma carrière. D'une certaine manière, c'était rassurant, si vous voyez ce que je veux dire. Il était prévisible et je pouvais m'en accommoder. Puis le capitaine s'est éclairci la gorge et s'est adressé à nous de sa voix forte et sonore. « Je suis heureux de vous accueillir tous à bord. Je suis le capitaine Charles Shaw et vous servirez tous sous mon commandement pendant votre affectation à la Station spatiale internationale 2. Il y a actuellement 20 personnes à bord de la station, et lorsque les 40 d'entre vous qui ont été sélectionnés seront installés, nous serons au complet. Certains d'entre vous rejoindront le corps des ingénieurs sous la direction de l'ingénieur en chef Roberts. D'autres travailleront sous la direction du docteur Williams, au sein du corps scientifique. Quelques personnes travailleront dans le service de sécurité sous ma direction personnelle. Mais quel que soit votre lieu de travail, vous devez vous considérer comme une seule et même équipe, une seule et même famille. Nous sommes tous ici pour nous entraider et assurer la sécurité de cette grande station. Alors, ingénieurs, suivez les flèches vers la gauche, personnel scientifique, vers la droite, et services de sécurité. Eh bien, vous venez avec moi. Nous nous sommes dispersés dans nos différents départements. C'est ainsi qu'a commencé ma première journée de travail à l'ISS 2. Roberts est l'un des meilleurs chefs que j'ai jamais eus, et il s'est avéré être un autre ancien pilote. Il était incroyablement calme, et nous étions fiers, nous les 15 membres du corps des ingénieurs, de travailler sous ses ordres. Il nous a répartis en 3 groupes principaux, avec 3 ingénieurs pour chaque aile de la station. Nous passions nos journées à travailler comme les lutins du Père Noël, en essayant de rester discrets pendant que nous effectuions les réparations nécessaires pour maintenir la station à flot. On pourrait penser que travailler dans une station spatiale est étrange, mais c'est étonnant à quel point on peut s'y habituer. Certaines down zones sont soumises à une gravité artificielle. Il s'agit principalement des compartiments situés sous les anneaux rotatifs des extrémités de la station, mais dans les autres zones, on flotte librement. J'étais dans le bâtiment des ingénieurs, donc la majeure partie de mon travail consistait à installer des équipements et à réparer des consoles. De temps en temps, nous sortons pour réparer des problèmes de revêtement. Mais il est plus difficile d'obtenir l'autorisation de sortir dans l'espace si ce n'est pas une situation d'urgence. La station accueillait environ 60 personnes à tout moment. Parfois, nous étions un peu plus nombreux, parfois un peu moins, mais en général, il y avait 35 membres de l'équipe scientifique, 15 ingénieurs et 10 agents de sécurité. La raison pour laquelle nous avions besoin d'autant de sécurité m'est apparue clairement dès ma première semaine. Les membres de l'équipe scientifique étaient brillants, mais ils se laissaient parfois trop emporter par leur travail. Les disputes n'étaient pas rares, et les agents de sécurité étaient constamment appelés pour régler les différends. De notre côté,
Nous restions généralement à l'écart de ces drames, mais les ingénieurs ont souvent été témoins de débats particulièrement animés au sein de l'équipe scientifique. À propos de l'équipe scientifique, c'est elle qui faisait le vrai travail. J'adorais me rendre dans les laboratoires botaniques pour régler divers systèmes ou travailler sur leur système d'hydratation. C'était comme entrer dans une serre sur Terre, et ils développaient constamment de nouvelles choses. La plupart de ces choses dépassaient proche mon entendement. J'ai les mains dans le cambouis, pas dans la terre, mais l'essentiel était qu'ils cultivaient des plantes capables de survivre sur d'autres planètes. À l'époque, l'accent était mis sur Mars, mais ils se préparaient également à des projets tels que la colonisation de l'espace lointain. Les laboratoires botaniques fournissaient également la majeure partie de l'oxygène de la station. Ils étaient considérés comme l'une des sections les plus importantes du vaisseau. L'une de mes toutes premières sorties dans l'espace consistait à installer un revêtement plus épais sur cette partie de la station en cas de collision avec des corps étrangers. Outre les laboratoires botaniques, il y a le laboratoire 2 qui servait de compartiment technique. Je m'y connaissais un peu mieux. On y travaillait sur des engins volants hypothétiques, des engins qui pourraient y survivre dans l'espace pendant de longues périodes et parcourir de grandes distances avec de faibles réserves de carburant. Je pouvais comprendre de nombreux concepts scientifiques, mais sur Terre, on me demandait rarement de concevoir un appareil volant capable de résister à une telle pression. Ils construisaient certains prototypes directement sur place, mais des collègues devaient souvent m'éloigner pour que les scientifiques cessent de me soutirer des idées. Le laboratoire 3 s'occupait de l'approvisionnement alimentaire à long terme et était en fait constitué d'un groupe d'ingénieurs qui tentaient de créer un réplicateur. Nous avions tous grandi avec Star Trek et savions que chaque vaisseau spatial avait besoin d'un réplicateur pour préparer des repas, des collations et du thé Earl Grey, chaud. Ils ont essayé de fabriquer une imprimante 3D pour la nourriture, mais il était difficile de déterminer la base alimentaire qui serait facile à stocker et à reproduire pour les longs voyages. Le laboratoire 4 était davantage axé sur les problèmes terrestres et disposait de centres d'analyse classiques pour des questions telles que la pollution, la déforestation, etc. Il travaillait sur des composés permettant d'éliminer le pétrole de l'eau de mer, des solvants pour éteindre les incendies de forêt. Des choses qui, ces derniers temps, semblaient empoisonner la vie des gens. Il n'y avait pas beaucoup de travail pratique, principalement des choses hypothétiques, mais ils travaillaient toujours avec acharnement. Enfin, le laboratoire 5 s'occupait des transmissions dans l'espace lointain, et c'est eux qui semblaient avoir le plus souvent besoin de notre aide. Ils essayaient de faire en sorte que quelque chose réponde à l'un de leurs signaux, que quelque chose renvoie la transmission. Ils avaient sur là-bas tellement d'équipements, tellement de technologies étranges qui semblaient tomber en panne constamment, et beaucoup de ces équipements étaient de vieux tacos que je ne savais pas réparer. Avec tous ces soucis, il n'est pas étonnant que j'ai passé 6 mois dans l'espace sans même m'en rendre compte. C'est à ce moment-là que nous avons été envoyés pour la première fois seuls à la Station spatiale internationale. Nous sommes arrivés au début de notre quart et on nous a dit que 4 d'entre nous devaient jamais se présenter au bureau du capitaine Shaw. Il lisait des rapports lorsque nous sommes entrés tous les 4. Il semblait réfléchir sérieusement à quelque chose. Il nous jetait des regards de temps à autre, réfléchissant au contenu du rapport, avant de finalement joindre les doigts et de nous regarder. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être évalué et je me suis surpris à espérer que je n'avais pas d'ennui. « Messieurs, a-t-il dit, c'est une mission extrêmement importante. Elle devra être effectuée à la lettre, selon les instructions. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Vous irez seul à la Station spatiale internationale
pour retirer 3 grandes antennes paraboliques du côté nord. L'équipe de diffusion en a besoin pour remplacer celles qu'elle a perdues, ce matin à cause des débris. Si nous ne les retirons pas de la station spatiale internationale, il faudra peut-être attendre 3 semaines avant de pouvoir en livrer de nouvelles avec la prochaine navette. Je vous demande donc à tous les 4 de respecter les règles établies pour visiter la station. Il leva le doigt, nous regarda tous, prêt à les énoncer. Premièrement, sous aucun prétexte, n'entrez pas à l'intérieur de l'ISS, quelle qu'en soit la raison. Deuxièmement, évitez de regarder la station pendant que vous travaillez. Troisièmement, quoi que vous voyiez ou ne voyiez pas à bord de l'ISS, cela ne doit pas vous suivre. Vous ne devez en parler à personne, et il vaut mieux laisser cela dans le sas à votre retour. C'est clair? Nous avons tous acquiescé, mais cela semblait assez étrange. De quoi avait-il peur que nous voyions? Il ne devait y avoir rien à voir dans la station spatiale, n'est-ce pas? Elle avait été abandonnée après la catastrophe, et la seule chose que l'on pouvait y trouver était ce qui avait été laissé derrière. Plus j'y pensais, plus cette demande me semblait étrange. Lorsque nous sommes allés monter dans la petite navette, j'ai fait part de mes inquiétudes aux autres. Rob, Patty et Clemens m'accompagnaient, tous des gars fiables avec lesquels j'avais réussi à me lier d'amitié. Rob était un ingénieur du Massachusetts Institute of Technology qui avait de l'expérience dans l'aéronautique. Comme moi, il avait été victime d'interrogatoires intensifs au laboratoire 2. Paddy était un ancien marin qui se vantait d'avoir travaillé sur des sous-marins nucléaires. Clemens venait de l'armée, mais il avait beaucoup travaillé dans le génie de campagne dans des zones de combat et savait construire rapidement quelque chose à la volée. Ils ont tous haussé les épaules en réponse à ma question, disant que c'était probablement une instruction standard pour tout le monde. Cela était sans doute lié aux accords de confidentialité que nous avions signés avant notre départ. « Après tout, c'est son spectacle », a déclaré Patty. « Nous devons jouer selon ses règles. » Et pourtant, je ne pouvais me débarrasser d'un sentiment étrange lorsque nous nous sommes approchés de la station et nous sommes amarrés à l'extérieur. Nous avions environ 2 heures avant de devoir repartir. Assez de temps pour faire ce qu'il fallait. Lorsque nous sommes sortis, je me souviens avoir ressenti une vague d'excitation qui a apaisé mon inquiétude. Les sorties dans l'espace ont toujours été tellement cool. Difficile de s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre que de la qualité de sa combinaison spatiale quand on flotte dans le vide. Nous nous déplacions à l'extérieur de la station en sautillant et nous devions avoir l'air ridicule pour quiconque nous observait. Nous avons trouvé la première plaque assez facilement. Patty s'est mis au travail avec le Cooper, aidé par Rob. Pendant ce temps, Clemens m'a dit de le suivre pour que nous puissions nous occuper de la 2e plaque. Elle était toute proche, mais se trouvait près d'une des fenêtres d'observation. Il était difficile de ne pas regarder à l'intérieur lorsque nous nous sommes approchés de la plaque, prêts à la retirer. Derrière la vitre flottaient toutes sortes d'objets jetés, et tandis qu'il heurtait silencieusement le panneau, je me suis forcé à revenir à la tâche. Clemens alluma le chalumeau et commença à couper les boulons qui maintenaient Tons et la grande soucoupe en place. Je la tenais, ne voulant pas qu'elle s'envole une fois libérée, mais je me surprenais sans cesse à regarder par la fenêtre. Je voyais un ours en peluche flotter près de la vitre. Ses yeux noirs en forme de bouton semblaient me supplier de venir le sauver de la station. C'est alors que le premier boulon s'est envolé dans l'espace. Pendant que Clemens travaillait sur le 2e, un sac de nourriture a flotté paresseusement, son cellophane scintillant légèrement dans la lumière réfléchie. « Mets ton pied sur le côté gauche, s'il te plaît. Il est tiré par le 3e boulon, » dit Clemens dans la radio. Je fis ce qu'il me demandait et me remis au travail. La lumière de la soudure à l'arc me fit plisser les yeux lorsqu'il coupa le 3e boulon. Je détournai le regard pour ne pas me brûler la rétine.
Ce faisant, mon regard se posa à nouveau sur les fenêtres de la station, et c'est alors que je le vis. Un humanoïde à la peau grise. Ses yeux couleur glacier me fixaient depuis l'intérieur de la Station spatiale internationale. Ses yeux n'étaient même pas plus expressifs que ceux d'un ours en peluche, mais ils semblaient me transpercer. J'ai crié, mais seul moi-même et le vide avons entendu mon cri. Lorsque le dernier boulon a été coupé, j'ai senti une soudaine apesanteur m'envahir lorsque la plaque sur laquelle je m'appuyais s'est soudainement détachée. La terreur me donna un élan et je me penchai, essayant de m'éloigner de la créature aux yeux bleus derrière la vitre. Alors que je commençais à m'envoler dans le vide avec l'antenne parabolique, je n'étais pas sûr de pouvoir m'arrêter. Heureusement, Clemens m'attrapa par la cheville alors que je passais devant lui. Il m'a tiré, moi et l'antenne, hors du vide. « Fais attention, mon gars, tu as perdu l'équilibre ?» Je me suis retourné un instant vers la fenêtre, désireux de lui montrer ce que j'avais vu, mais elle avait disparu. Il n'y avait plus que des débris flottants, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer que l'ours avait également disparu. Quelle que soit cette créature, chassait-elle son ours? À présent, ni l'un ni l'autre n'était là, Stella. « Mon garçon ?» demanda à nouveau Clémence. « Ça va ?» J'acquiesçai. 1 ou 2 secondes plus tard, je le remerciai de m'avoir sauvé, en lui disant que j'avais probablement juste perdu l'équilibre. Lorsque nous sommes revenus à la Station spatiale internationale avec nos assiettes, mon esprit était envahi par l'image de cette créature et j'avais plus de questions que jamais. Quelqu'un nous attendait dans le sas à notre retour et je ne fus pas surpris de voir qu'il s'agissait de Riley, le chef de la sécurité. Riley ressemblait plus à un videur de boîte de nuit qu'à un agent de sécurité de la NASA. C'était un colosse de 2 mètres, aux muscles impressionnants, dont les bras auraient certainement été à l'étroit dans une combinaison spatiale normale. La rumeur disait qu'il était un marine choisi personnellement par Shaw. Il n'obéissait qu'au capitaine et à personne d'autre. Je savais que mon patron le craignait comme la peste. Le chef de l'équipe scientifique l'évitait à tout prix. À part Shaw, personne ne semblait avoir envie de lui parler. Il souriait, bloquant la porte du sas, mais il était difficile de ne pas remarquer sa main posée sur le levier, qui pouvait ouvrir la trappe et nous envoyer tous valdinguer dans l'espace. « Bon voyage ?» demanda-t-il à Clémence, qui marchait devant lui. « Très bien, nous avons récupéré les 3 assiettes, comme ordonné, et nous sommes de revenus plus tôt. »« Formidable, » dit-il en montrant trop dedans. « Les gars, vous avez trouvé autre chose là-bas? Vous avez ramené des souvenirs par hasard ?» Clemens secoua la tête. « Non, encore une fois, comme ordonné. »« Bien, bien, » dit Riley, la main toujours sur le levier. « Allez vous désinfecter, puis retournez au travail. Nous enverrons 2 gars du laboratoire, 5 pour récupérer ces assiettes. Après tout, on n'est jamais trop prudent. » Il nous laissa passer, et je vis Clemens pousser un profond soupir lorsqu'il arriva enfin au bout du couloir. Apparemment, je n'étais pas le seul à craindre qu'il actionne ce levier. J'essayais de chasser de mon esprit ce que j'avais vu. J'essayais vraiment, mais cela ne me quittait pas. Parfois, je me réveillais en voyant ces yeux bleus perçants qui me regardaient dans le vide. Et je me souvenais de tout, et j'avais juste besoin d'en savoir plus. Je devais découvrir ce que c'était, et ma première étape a été la recherche. La station offrait un large accès aux médias numériques, qui pouvaient être utilisés à des fins de recherche et d'exploration. Mais, étonnamment, il y avait très peu d'informations sur la première station spatiale internationale. Nous connaissions tous l'histoire, comment elle avait été frappée par des débris lorsqu'un météore était entré en collision avec un autre météore en passage. La trajectoire a projeté des débris dans la station. Cela s'est produit soudainement. L'équipage a à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. La cabine s'est dépressurisée trop rapidement pour qu'une évacuation soit possible. 7 personnes ont perdu la vie ce jour-là, 3 femmes
et 4 hommes. 3 étaient américains, 2 étaient allemands et 2 étaient rentateurs russes. En parcourant les photos des victimes, je me suis arrêté sur l'un des Russes. J'ai eu un malaise en voyant ses yeux bleus parfaits. Yuri était un scientifique qui étudiait l'effet de l'apesanteur sur le corps humain. Il était également médecin de bord. Il semblait étonnamment inchangé pour quelqu'un qui avait subi une décompression soudaine. À part sa peau grise, il était l'incarnation même de la santé. Cela m'a fait réfléchir au nombre de personnes qui pouvaient encore être là, après avoir été déclarées de mortes. Cachait-il quelque chose sur la première ISS? J'ai commencé à me renseigner discrètement sur l'équipage précédent, mais la plupart des informations que j'ai obtenues étaient vagues et peu fiables. L'ingénieur en chef Roberts connaissait l'un des astronautes, le major Glenn. Il travaillait sur un protocole pour l'espace lointain ou quelque chose de ce genre. Tout cela était très secret, mais il a dit que la NASA se préparait à tenter des missions habitées au-delà de notre système solaire. Un des scientifiques du laboratoire 2 m'a dit que le docteur Haber lui avait parlé d'un nouveau moteur lorsqu'il cherchait des assistants de recherche chez Boeing. Ce moteur devait améliorer les vols spatiaux et réduire la durée des trajets. Un des gars du laboratoire 3 m'a dit qu'il avait échangé des emails avec l'ingénieur Kirst au sujet d'une nouvelle composition pour les imprimantes alimentaires. Leurs recherches communes ont contribué à faire avancer son projet en cours, avant l'incident avec l'ISS-1. J'ai parlé à plusieurs personnes en posant des questions avec prudence, mais j'ai essayé de ne pas me faire remarquer par les services de sécurité. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais après ce petit incident avec le chef de la sécurité, Riley, je ne voulais pas que cela attire son attention. Mais apparemment, je n'ai pas été assez prudent, car un jour, j'ai ouvert un article sur l'incident et j'ai découvert qu'il avait été modifié et que les noms des victimes avaient été supprimés. Quelques 2 jours plus tard, une note de service a été publiée, indiquant que l'intérêt pour l'ancienne ISS était contre-productif pour la mission en cours, et les gens ont soudainement été moins enclins à me parler du passé et de leurs amis décédés. À peine 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé face à face avec Riley. Je réparais la console du laboratoire 5 lorsque j'ai levé les yeux et l'ai vu se pencher sur moi, une clé à molette à la main. Il n'était pas menaçant, mais la simple vue de ce costaud, tapotant légèrement l'outil dans sa paume, m'a fait me crisper. Il souriait aussi, ce qui m'était inhabituel. Riley était le genre de type qui, d'après ce que je pouvais imaginer, aurait pu battre des lapins à mort, et ce n'était pas un hasard. « Salut, mon grand. J'ai entendu dire que tu posais des questions sur l'ancienne station. » Riley ne se donnait jamais la peine de mémoriser les noms. Pour lui, tout le monde était « mon pote » ou « mon grand », à moins que vous ne soyez plus haut placé que lui. Dans ce cas, il s'adressait à vous en disant « Monsieur ». « Oui », répondis-je en essayant de me comporter naturellement tout en terminant le câblage de la console. « Y a-t-il une raison particulière » demanda-t-il. « Simple curiosité », répondis-je. « Tu écris un rapport ou quelque chose comme ça ?»« Quelle différence ça fait ?» demandai-je un peu lassé. « Eh bien, cela fait une différence parce que le capitaine Shaw n'aime pas que les gens examinent de trop près l'incident de la Station spatiale internationale. Il a perdu beaucoup d'amis dans cette station, des hommes et des femmes qu'il connaissait bien. Et il n'aime pas que les gens remuent le couteau dans la plaie. Tu ne veux pas contrarier le capitaine, n'est-ce pas ? Je lui ai dit que je comprenais, et il est parti. En fait, après cela, j'ai voulu en savoir plus, maintenant que je comprenais qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette histoire. Il s'est avéré qu'il y avait un secret plus profond que je ne l'avais imaginé. Quand je suis retourné dans ma cabine ce jour-là, j'ai trouvé un mot sous mon oreiller. Il disait « Retrouve-moi dans le débarras du couloir Est. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Je ne savais pas qui l'avait laissé,
mais ça devait être quelqu'un qui vivait ici. Seuls nous avions accès à la carte clé, à part le service de sécurité. Donc ça devait être Rob, Mackie ou Davis. J'ai pensé que ça pouvait être un piège du service de sécurité. Mais pourquoi ferait Milt ça? Riley m'avait fait peur. N'était-ce pas suffisant? Finalement, j'ai décidé d'aller voir qui c'était. Qu'avais-je à perdre? Dans les réserves, nous stockions des pièces de rechange et du matériel qui pouvaient être nécessaires pour certains travaux. Des câbles, des outils, de l'isolant. Tout cela était là, à notre disposition. Les réserves ne se trouvaient pas dans les zones à gravité artificielle, donc les caisses étaient recouvertes de couvercles en plastique pour les empêcher de s'envoler. L'intérieur du débarras du couloir était un peu sinistre, mais lorsque la lumière s'est allumée, j'ai vu Davis qui m'attendait là, l'air impatient. Davis était un ancien, un gars qui était là avant mon arrivée. Il était le bras droit de Roberts. Nous aimions tous plaisanter en disant que Davis avait attendu ici jusqu'à la construction de la 2e station. Mais il savait certainement certaines choses sur l'équipe et le fonctionnement interne du complexe. Certains disaient même qu'il avait travaillé dans la station spatiale d'origine avant l'accident, mais personne ne pouvait le confirmer. J'ai entendu dire que tu avais posé des questions sur l'ancienne ISS, dit-il en se penchant vers moi, à ma hauteur. Puis il murmura presque « Tu les as vus dans l'ancienne station ?» Je n'avais pas besoin de lui demander ce qu'il voulait dire. Je me contentais d'acquiescer. Il glissa un petit carnet dans ma main et, avant de s'éloigner vers la porte, ne dit rien d'autre. Mais quand je suis retourné dans ma cabine et que j'ai commencé à lire, j'ai compris que ce n'était pas nécessaire. À l'intérieur, il y avait la confirmation que je n'étais pas fou. Il y avait d'autres personnes dans cette ancienne station, et le capitaine Shaw le savait. Davis avait écrit au sujet d'un météore que la station étudiait. Un météore contenant d'étranges bactéries. L'équipage avait fait des expériences avec le métal provenant de la pierre. Ils avaient pris toutes les précautions nécessaires, mais des accidents s'étaient tout de même produits. L'un des scientifiques avait été exposé aux bactéries. Il s'agissait du docteur Haber, dont la peau était devenue grise. Il allait bien, mieux que jamais. Mais ils ont également découvert qu'il n'avait plus besoin de respirer. Sa nouvelle peau était plus épaisse, incapable de supporter indéfiniment le vide spatial, mais il pouvait survivre à une exposition de courte durée. Il avait également besoin de beaucoup moins de nourriture pour maintenir son corps en vie. Quoi qu'il en soit, cela l'avait changé au niveau évolutif, et ils étaient fascinés par cela. L'équipage a expérimenté ce changement lorsqu'ils ont fait une autre découverte. La bactérie était contagieuse. Bientôt, tout le monde l'avait. C'est alors que la NASA, et plus précisément le capitaine Shaw, a décidé de les mettre en quarantaine. L'accident a été mis en scène pour les couper du reste du monde. Mais cela a permis à la NASA d'expérimenter sur l'équipage infecté. Shaw espérait désormais tester les limites de leur maladie et les présenter à la communauté scientifique comme l'équipage de son nouveau programme d'exploration spatiale. Ils devaient devenir les pionniers de la prochaine génération. Mais pour l'instant, ils étaient retenus prisonniers dans l'ancienne ISS. C'est la véritable raison pour laquelle nous devions récupérer ces assiettes. Ils essayaient d'envoyer des messages au monde réel, et Shaw avait du mal à les faire taire. Le journal suggérait de détruire le livre après l'avoir lu. Mais comment pouvais-je faire cela? C'était la preuve de ce que faisait Shaw. Je pensais pouvoir cacher le journal jusqu'à ce que je trouve un moyen d'en parler. Je l'emportais partout avec moi, réfléchissant à la marche à suivre. Mais au bout de quelques semaines, je me suis détendu. Je ne voyais pas les services de sécurité me surveiller et je n'avais pas reçu d'autres visites de Riley. J'ai donc pensé qu'on m'avait peut-être oublié. J'avais oublié à quel point il serait facile de se débarrasser de moi et de faire passer cela pour un accident.
Le vide infini était à leur service. Il s'avéra qu'il y avait des destins pires que le mien. Tout commença lorsque je revins et découvris que Davis avait disparu. On disait qu'il était retourné sur Terre, quelque chose en rapport avec sa famille. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Davis n'avait pas de famille sur Terre et la station était sa maison. Tout le reste de la journée, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Et quand je me suis couché cette nuit-là, je me suis demandé combien de temps il faudrait avant qu'ils viennent me chercher. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Je me suis débattu, mais la main qui me couvrait la bouche était trop forte. Je suppose que mes voisins de cabine ont dormi pendant mon enlèvement. Ils m'ont menotté avant que je comprenne ce qui se passait, mais cela n'avait plus d'importance. Riley est revenu avec 2 autres gardes. Ils m'ont traité avec autant de facilité qu'ils auraient traité un petit enfant. Les couloirs étaient maméto sombres, tandis qu'ils me poussaient. Je n'avais jamais réfléchi à l'insonorisation des cabines, mais la plupart des gens savaient probablement qu'il valait mieux ne pas se frotter à la sécurité. Ils m'ont emmené jusqu'au sas, et j'ai craint un instant qu'ils ne me jettent simplement dans l'espace. Le capitaine Shaw nous attendait là. Au lieu d'avoir l'air triomphant, comme je m'y attendais, il avait en fait l'air déçu. « Mec, si tu voulais tellement savoir ce qu'il y avait dans l'ancienne ISS, tu n'avais qu'à demander. J'espère que tes réponses en valaient seule la peine, mon gars, » m'a-t-il dit. Lorsque Riley m'a poussé dans le petit transporteur que nous utilisions pour les missions vers l'ISS, j'ai compris que je n'allais pas mourir rapidement. Ils m'ont enfoncé une aiguille dans le cou avant de me pousser hors de la porte et vers la trappe ouverte de la station. Je n'ai eu à suffoquer que quelques secondes avant qu'une main grise ne se tendît pour m'attraper et que Davis ne me tire à l'intérieur de la station spatiale internationale en ruine. C'est ainsi que je suis devenu prisonnier de la station spatiale internationale, mais je ne ferai pas partie de leur programme Espace lointain. Quand ils nous lanceront au-delà du système solaire, cet enregistrement sera peut-être la seule chose qui restera. Trouvez-le. Que tout le monde connaisse la vérité. Les gens doivent savoir que ma participation à cela n'est pas volontaire. C'est un enlèvement. C'est un crime. Ce journal finira probablement à la poubelle, et moi, je deviendrai de la poussière spatiale. Mais la vérité ne disparaîtra pas avec moi. Un jour, Shaw et ses hommes paieront pour ce qu'ils ont fait.